Les Red Wings de Détroit n'ont pas attendu longtemps pour répéter les exploits de 97, un deuxième championnat. Sans Mark McGuire et Sammy Sosa, est-ce que le baseball aurait retenu votre attention? Ben, peut-être que oui, car les Yankees de New York ont aussi remporté un deuxième championnat en 3 ans. Les Broncos ont permis à la ville de Denver d'oublier les déboires de l'Avalanche du Colorado. Les Alouettes ont retrouvé leurs partisans et Mike Pringle était trop fort pour la Ligue canadienne. Les Bulls ont toujours été trop forts pour leur ligue et ils seront peut-être champions par défaut en 99. Jacques Villeneuve, malgré une saison sabbatique ou sympathique, est toujours aussi populaire et Mark O'Meara, le meilleur de tous. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce résumé de fin d'année. Durant les 60 prochaines minutes, c'est impossible de tout relater ce qui s'est passé en 98, mais nous allons quand même souligner les exploits des équipes, mais également sur le plan individuel, que ce soit en boxe, tennis, golf, course automobile. Et je voudrais immédiatement vous remercier d'avoir fait de Sport 30 Mag le bulletin numéro 1 au Québec. Ce prix Gémeaux a concrétisé nos efforts et nous oblige sûrement à travailler encore plus fort dans le futur. Bon, on va commencer immédiatement parce qu'on a beaucoup de choses pour vous. On va commencer avec le Canadien. Luc Gilina est avec nous. Salut Luc, ça va bien? Ça va bien, Claude, merci. Luc, ça a assez bien fonctionné pour le Canadien. L'an dernier, en saison régulière, ils ont bataillé pour faire les séries. Ils ont fait les séries. En série, ça a été un demi-succès. Oui, si on recommençait par la fin de la saison, quand même, vous l'avez dit, le Canadien qui a bien bataillé. On a même espéré terminer au 4e rang pour avoir l'avantage de la glace. On n'était qu'à 5 points de la 4e place détenue par Washington. Finalement, le Canadien qui a terminé 7e pour affronter les Pingouins en première ronde. Et Claude, pour la première fois depuis 1993, fantastique, le Canadien qui a réussi à remporter une première ronde. Montréal qui a concrétisé cette victoire en cette ronde éliminatoire lors du 6e match à Montréal dans un gain de 3-0 face aux Pingouins. Donc, Régent Hall et l'équipe d'Alain Vigneault pouvaient dire mission accomplie. Enfin, on avait franchi la première ronde. Un grand soulagement. Et là, on espérait quand même contre les Sabres de Buffalo parce qu'avec ce succès contre Pittsburgh qui avait terminé au 2e rang, c'était peut-être possible, mais il y avait Dominique Hachek. Il y avait Dominique Hachek qui avait éliminé les Flyers à lui seul. Et le Canadien, on se disait, si on peut venir à bout d'Hachek, on va pouvoir battre les Sabres. Sauf qu'Hachek a été époustouflant et finalement, Buffalo l'a emporté en 4 pour facilement éliminer le Canadien. Il y a eu des échanges durant la saison, pas simplement durant l'été et à l'automne, mais il y en a eu quand même durant la saison l'an dernier. Oui, Régent Hall qui a conclu son premier pacte de l'année 1998 lors de la pause du match des Étoiles. On se souvient, une transaction avec le Lightning de Tampa Bay qui impliquait 3 joueurs de chaque côté. Maintenant, ce qui reste de cet échange à Montréal, eh bien, c'est Patrick Poulin et Igor Goulanov. Mick Foucault, lui, le justicier, ne joue plus au hockey. Ah bon? Puis le 1er février, eh bien, le Canadien cédait Valérie Bourré aux Flames de Calgary en retour de Jonas Soglund et de Zarley Zalapski. Mais de cette transaction, il ne reste maintenant qu'Oglund, puisque Zalapski, lui, a quitté le hockey aussi. Et en terminant, eh bien, on se souvient, un échange quand même assez récent. Jocelyn Thibault, qui n'était plus heureux à Montréal, avait demandé de partir. Il a quitté en compagnie de Manson et Brown pour Chicago. Quand même une transaction qui pourrait avoir de bonnes conséquences. Peut-être aider les deux clubs. Ouais. On parle d'échanges, mais il faut parler également de départ, parce que c'est pas toujours par des échanges. Il y a des joueurs qui ont quitté le Canadien. Il y a des joueurs qui ont quitté le Canadien. Pour une question de dollars, il y a Marc Bureau qui s'est dirigé du côté des Flyers de Philadelphie. On a perdu Sébastien Bordelot du côté de Nashville. On a donné Peter Popovich aux Rangers de New York pour Sylvain Blouin et aussi à Andy Boog, qui à 38 ans avait connu une année difficile, avait été chassé de 3 matchs lors des séries éliminatoires et il a pris sa retraite. On regarde toujours le repêchage avec un petit pincement de cœur parce que depuis bien des années, le repêchage, ça n'a jamais été trop brillant. Sauf que cette année, on a peut-être bâti pour dans 3 ou 4 ans. Et cette année, ce qui est encourageant ou intéressant du côté du Canadien, c'est qu'on a regardé du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Le repêchage qui se passait à Buffalo, c'était la première sélection pour Pierre Dorion, parce que Pierre Mondeau lui a laissé son poste pour devenir dépisteur professionnel. Et Éric Chouinard, qui connaît une bonne saison, a été le choix de première ronde du Canadien. Ensuite, Mike Ribeiro et François Beauchemin, donc 3 Québécois. Donc ça, c'est intéressant ici à Montréal. Et cette année, on a fait un camp d'entraînement au Mont-Tremblant. Bravo. Sauf qu'il manquait bien des éléments dans ce camp d'entraînement-là pour faire l'esprit d'équipe. Disons que Régent Hall a connu un été assez occupé, merci. Koivu, Corson et Malahov, on n'était pas au camp d'entraînement. On a réussi à s'entendre avec eux avant le début de la saison. Sauf qu'il y en a 2 qui ont manqué le début de l'année, Savage et Ruchinski. Et en tout et partout, Régent Hall a gonflé sa masse salariale et ça n'a pas apporté les résultats escomptés parce que du côté du Canadien, on connaît un début de saison 98-99 carrément affreux, quoiqu'il y a eu beaucoup de blessés. Qu'est-ce qui va arriver en 99 selon toi? Probablement 2 solutions. On va essayer de s'en sortir et d'essayer de participer aux séries. Ou, si on voit que c'est mission impossible, il faudrait peut-être sacrifier, Claude, des vétérans qui deviendront joueurs autonomes, comme Danfous, comme Ricky,
pour bâtir du côté de la jeunesse. Alors donc, il va falloir peut-être attendre le mois de février puis voir dans quelle direction on s'en va. Après le match des étoiles, peut-être. Merci beaucoup, Luc. Bienvenue, au revoir. On parlait maintenant de la Ligue nationale avec Yvon. Yvon, il y a eu beaucoup de changements d'instructeurs et de directeurs gérants. Beaucoup plus d'exploits dans les bureaux administratifs que sur la patinoire quand on regarde l'ensemble de la dernière saison. Tu sais, Claude, il n'y a pas eu beaucoup de marqueurs de 100 points et plus, il n'y a pas eu beaucoup de marqueurs de 50 buts, mais chez les entraîneurs, ça a été vraiment la chaise musicale. Et vous allez voir qu'il y en a eu 8 nouveaux pilotes qui ont commencé la saison. John Mockler est arrivé, lui, avant la fin de l'année, tout de suite après les Olympiques. Roger Neilson qui remplace Wayne Cashman. Quel désastre avec les Flyers de Philadelphie. Fetterer qui remplace le maire. Pat Quinn s'amène à Toronto. Les Leafs connaissent une bonne saison sous la férule de Pat Quinn. Ensuite, on va aller du côté des Panthères de la Floride. Les Panthères qui avaient rencontré Dave King, faut-il le préciser. Oui. Hein? Ça a été le choix entre Terry Murray et Dave King. Dirk Graham, c'est pas un franc succès pour les Blackhawks de Chicago. Artsburg quitte Chicago pour s'en aller avec Anaheim. Et Bob Hartley qui remplace Mike Crawford avec l'Avalanche du Colorado. Chez les directeurs généraux, on a assisté, Claude, à la saga Pierre Gauthier. Ah oui. Ça, c'était toute une histoire. Rick Dudley l'a remplacé à Ottawa. Gauthier devient président-directeur général des Mighty Ducks de Anaheim. Colin Campbell, congédié par les Rangers, devient préfet de discipline parce que Brian Burke se retrouve, lui, à Vancouver. Et Jacques Demers remplace Phil Esposito, congédié après 4 matchs du Lightning de Tampa Bay. Mais il y a eu des belles surprises dans les séries quand même. Des séries intéressantes. Je pense que la formule des séries éliminatoires, tout le monde commence à apprécier ce qu'on peut montrer comme jeu parce que dès la première ronde, il peut y avoir des surprises, comme ça a été le cas à Ottawa et New Jersey, les Sénateurs qui ont éliminé les Devils. Et Claude, on doit dresser un parallèle entre cette défaite, c'est l'élimination des Devils, et le fait que Jacques Lemaire ait annoncé sa démission après la série contre les Sénateurs d'Ottawa. Belle victoire donc pour Jacques Martin. Et dans une autre série qui a été captivante au possible, imaginez que Colorado menait 3-1 dans la série lorsque Curtis Joseph a réalisé toutes sortes de miracles. Et cela sur un tir de René, dont celui-là sur un tir de René Corbet. Les Oilers gagnent et du même coup, il y a mésentente entre Pierre Lacroix et Mark Crawford. Et Crawford ne reviendra pas comme entraîneur. Finale de l'Est maintenant. Buffalo se fait éliminer par Washington. Kolzig a été meilleur que Dominique Hasek dans cette série. Qui l'eût cru? Personne après les exploits que Hasek eut réalisés au cours des séries éliminatoires. Joey Juneau qui marque ici en prolongation. Et évidemment, Washington se retrouve en finale contre les Red Wings de Détroit. Les Red Wings c'est-à-dire Dallas qui se retrouve en finale de l'Ouest contre les Red Wings. Et s'il y a un élément qui manquait énormément aux Stars de Dallas, c'est Joe Nieuwendyk. Nieuwendyk blessé lors du premier match éliminatoire contre les Sharks de San Jose. Là, on a vu Sergei Fedorov qui, lui, avait touché 12 ou 14 millions pour sa présence dans cette finale de l'Ouest de la Ligue nationale. Mais en finale, Kolzig n'a pas fait le travail contre les Red Wings. Non. Et il faut dire cependant que les Red Wings, à mon avis, étaient la meilleure équipe de la Ligue nationale. C'était une série très émotive pour les images que vous voyez là, avec Vladimir Konstantinov qui s'est emmené sur la patinoire avec la Coupe Stanley. On a mis beaucoup d'émotions. Et Scotty Bowman a joué énormément là-dessus. Lui-même a laissé sous-entendre à ce moment-là, c'est peut-être ma dernière année. On sait qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'entre-saison. A subi quelques interventions chirurgicales au cœur, à un genou. Et ensuite, il n'est pas revenu au début de la saison. Non. Finalement, a rejoint l'équipe vers la fin d'octobre, début novembre. Il y a des joueurs qui ont pris leur retraite. Il y en a un qui était toujours blessé. Il y en a un quand même qui n'a jamais reçu le crédit, je pense, dans la Ligue nationale et qui a toujours été très régulier. Je pense à Gardner. Oui, à Mark Gardner, oui, absolument. Et quand on parle de retraité, je pense que ça a été une lourde perte pour la Ligue. Al Iafrate, lui, rappelle-toi, s'est retrouvé à Nashville tout d'un coup dans l'expansion et a signé un contrat avec les Hurricanes de la Caroline, mais après quelques semaines a décidé tout simplement d'abandonner le hockey. Et là, tu parlais ensuite de Mark Gardner, on va le voir à l'œuvre. C'est un joueur qui a accompli beaucoup d'exploits dans la Ligue nationale. On ne l'a jamais reconnu. Et peut-être pour une raison, Claude, il n'a jamais atteint la finale de la Coupe Stanley. Oui, c'est un fait. Mais régulier, beaucoup de buts, très rapide. Et j'aimerais ça peut-être qu'on parle très rapidement de la partie d'étoiles, parce que la formule est intéressante. On la répète cette année. Absolument, on va la répéter. Les joueurs européens, c'est-à-dire le monde contre les joueurs nord-américains. Très, très bonne formule. Merci beaucoup, Yvon. L'année 98 a plutôt mal commencé sur la scène du hockey junior. L'équipe canadienne, qui visait une 6e médaille d'or consécutive aux championnats mondiaux à Helsinki, a finalement obtenu le pire résultat de son histoire, une 8e place, étant même devancée par le Kazakhstan. C'est la Finlande, devant ses partisans, qui a raflé la médaille d'or.
Le Canada tentera de reprendre sa suprématie du hockey junior mondial à compter de dimanche à Winnipeg. Dans la Ligue junior majeure du Québec, en grande finale, les Foreurs de Val-d'Or sont devenus la première équipe d'expansion des années 90 à rafler la Coupe du Président. Menée par l'électrisante performance de l'attaquant Jean-Pierre Dumont qui a enfilé 31 buts en 19 matchs en série, les Foreurs ont vaincu Rimouski en 4 matchs consécutifs. Dumont a dû même coup reléguer aux oubliettes un record de Mario Lemieux qui, en 1984, avait marqué 29 buts en série. Au tournoi de la Coupe Memorial à Spokane, les Foreurs sont toutefois restés sur leur appétit en s'inclinant dans chacune de leurs 3 sorties. Ce sont finalement les Winterhawks de Portland qui ont raflé les grands honneurs. Pour la première fois en 3 ans, la Coupe quittait le Québec. Le circuit Courtois a connu un grand jour le 27 juin à Buffalo. Tel que prévu, Vincent Lecavalier est devenu le 6e joueur de l'histoire du circuit à être réclamé au tout premier rang du repêchage de la Ligue nationale par le Lightning de Tampa Bay. Au total, 41 joueurs du circuit québécois ont été réclamés, dont 7 dans la seule première ronde, 2 records québécois. Sur une note plus négative, mentionnons le départ de la dernière concession de la région métropolitaine, le Titan de Laval. Insatisfait du manque d'appui des amateurs, Léo-Guy Morissette a obtenu l'approbation des gouverneurs du circuit pour déménager sa concession à Bathurst au Nouveau-Brunswick. Heureusement, les Rockets de Montréal verront le jour l'an prochain et auront domicile à l'Aréna Maurice-Richard. Il ne faudrait pas passer sous silence l'incroyable séquence que les Remparts de Québec ont connue en début de saison 98-99, alignant pas moins de 27 matchs de suite sans revers. Les Remparts ont ainsi égalé le record du circuit qui appartenait depuis 25 ans aux Éperviers de Sorel. En terminant, un mot de hockey midget, soulignons la conquête de la Coupe Air Canada par les riverains du Collège Charlemagne en avril dernier. Pour les riverains, il s'agissait d'un 3e titre canadien après ceux de 1987 et 1990. Stéphane Leroux à Montréal. Est-ce que le baseball majeur s'en va dans la bonne direction? On en parle au retour. Watch the save Honchik makes. Well, I won't be needing my stick anymore. I'll just get over here with the blocker. Bourget goes around another man. Shaw, he scores! Oh, what a... And saved partially by Vernon. Centered in front. Oh, what a stop! Oh, voilà une belle remise. Et là, c'est O'Neill. Oh, le bel barré de Thibault! A steam over the line. Primo in. Primo saved by Callis. Lacaille renvoie du revers à son tour. C'est intercepté au vol par Ribeiro qui s'arrête dangereusement. Parvient à se faufiler à travers la défense. Quel exécution! C'est l'événement joyeux tour des fêtes chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Pour un temps limité, profitez d'un taux de financement de 1,9% à l'achat sur plusieurs modèles dont la Sunfire Berline, la Grande Dame et le Jimmy Descente. Monsieur, rentrez donc. Moi, je jouerai avec la main. Un cadeau de vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. En 1993, Équipe Canada Junior s'est mise à rouler sur l'or. 5 fois de suite, elle remporte le championnat mondial. Mais en 1998, tout s'écroule. Pour Burkina, la remise de Ventura, le but! Les Finlandais sont champions du monde! Le Canada pourra-t-il reconquérir le titre qui lui a échappé l'an dernier? Voyez le Canada affronter la Slovaquie, dimanche 16h30 à RDS. Diaby, Inzeri. Téléphone! Yeah, but you told me that. Okay. J'avais demandé congé pour la journée du déménagement. Je savais qu'il me laisserait pas tranquille. Mais je pouvais pas laisser tomber les gars. Ce soir-là, de 1944, Montréal a défait Détroit 9-1. Maurice Richard marqua 8 points, 5 buts et 3 passes. Une légende est née. On est enrhumés tous les deux, seulement lui, pitié, moi je suis bougonne, fatiguée, grécheuse et j'arrive à rien faire. Pourquoi? Parce que hier soir il m'a dit...
une dose de NyQuil pour se sentir mieux le matin. Mais quel rapport entre un truc qu'on prend le soir pour le déboucher, l'éternuement, la fièvre, la toux et j'en passe, et le lendemain matin? Il l'a pris, j'ai essayé ça, il s'est reposé, moi pas. Pourquoi? NyQuil de Vicks, le soir pour le reniflement, l'éternuement, la toux, le nez bouché, la fièvre et pour se sentir mieux le lendemain matin. Au cours de la dernière année, le projet de construction d'un parc de baseball au centre-ville a fait plus souvent les manchettes que l'équipe sur le terrain. Le 10 mars, un comité de soutien avec comme principaux acteurs Serge Savard, Jean Coutu et Linton Wilson est mis sur pied. Mais même avec de tels alliés, le projet bat de l'aile. Le 22 mai, dissension au sein du groupe de travail. Certains avancent qu'un changement de structure administrative des expos est essentiel. Brochu dit non. Et en réponse aux critiques, il annonce le 28 mai que la brasserie Labatt commanditera le parc de baseball. Le 18 août, Jean Coutu se dissocie du comité de soutien, pointant Claude Brochu comme responsable des ratés. Et franchement, je vais vous dire, les déclarations de M. Coutu, selon moi, sont inacceptables. Le lendemain, les expos invitent médias, gens d'affaires et politiciens à une visite au Camden Yards de Baltimore, un parc de baseball qui fait partie de la revitalisation du centre-ville. L'opération Charme n'a aucun effet. Le 10 septembre, le président de la Ligue nationale, Leonard Coleman, est en ville et rappelle que Brochu est l'homme de baseball à Montréal. Mais la pression monte. Brochu reporte pour une deuxième fois la date butoir, soit au 7 octobre. Le 27 septembre, le gérant Philippe Alou obtient le droit de discuter avec les Dodgers de Los Angeles. La levée de bouclier est instantanée. C'est l'état d'urgence. Le 5 octobre, le commissaire du baseball majeur Bud Selig, inquiet, demande des explications. The changing ownerships or control people have anything to do with the basic problem, they're just kidding themselves. Le 7 octobre, réunis dans un hôtel du centre-ville, les actionnaires marquent un tournant dans l'histoire des expos. Claude Brochu accepte de se retirer pour permettre aux autres actionnaires de constituer un nouveau groupe d'investisseurs. Jacques Ménard, président du conseil d'administration, assure l'intérim. Les partenaires réitèrent leur conviction unanime que le baseball n'a pas d'avenir à Montréal sans nouveau stade. Le nouveau groupe se donne 150 jours pour concrétiser le projet du stade. Le 11 octobre, la première mission du nouveau groupe est réussie. Alou conclut un nouveau pacte de 3 ans, mais beaucoup reste encore à faire. Mais on va parler baseball, justement. On va faire la distinction entre les expos et le baseball majeur. Et pour ce faire, Denis Casavant est avec nous. Salut Denis, ça va bien? Bonsoir Claude. Denis, les expos, ça va peut-être passer à l'histoire, ce qui entoure, mais ce qui se passe sur le terrain, ça ne passera pas à l'histoire de la saison des expos. Aucun doute là-dessus. Lorsqu'on regarde le rendement de l'équipe, Claude, 75 victoires, 97 défaites, la troisième pire fiche de l'histoire de l'équipe. Et également, ils ont terminé au dernier rang de la Ligue nationale pour les points marqués, avec 644 points marqués seulement. Mais lorsqu'on résume la saison des expos sur le terrain, il y a un nom qui retient vraiment l'attention, c'est celui de Vladimir Guerrero. Le voltigeur de 22 ans a inscrit 6 records d'équipe au cours de la saison, dont une nouvelle marque pour le plus grand nombre de circuits en une saison avec 38, le plus de points produits par un voltigeur de droite avec 109 et le plus haut total de buts, 367. Guerrero est également devenu le plus jeune joueur de l'histoire des expos à atteindre le plateau des 30 circuits, 200 coups sûrs et 100 points produits. Guerrero s'est vraiment mis en marche après la pause du match des étoiles. Il a frappé pour 342 avec 24 circuits et 64 points produits en 76 matchs seulement. Et la bonne nouvelle, le 1er septembre, les expos se sont assurés les services du meilleur jeune joueur du baseball majeur en lui accordant un contrat de 5 ans pour 28 millions, ce qui constitue, il faut le dire, une aubaine dans le marché actuel. 28 millions pour 5 ans. Deux autres nouvelles qui ont retenu l'attention sur le terrain du côté des expos. Le 31 juillet, ils ont échangé Carlos Perez et Mark Gristolanek aux Dodgers de Los Angeles en retour de 4 joueurs, dont le frère de Vladimir Guerrero, Wilton Guerrero, et Peter Bergeron-Conti, possiblement le voltigeur de centre d'avenir chez les expos. Et bien sûr, Philippe Alou, qui est devenu le gérant de l'histoire de l'équipe avec le plus grand nombre de victoires, 521e victoire contre l'Arizona. Ça brisait l'ancienne marque de Buck Rogers. Et on sait que Philippe a signé un nouveau contrat, lui, 5,8 millions pour 3 ans. C'était quand même assez intéressant pour lui. Si on parle sur le baseball en général, parce que sur le plan équipe et sur le plan individuel, c'était une très grosse saison. Oui, je pense qu'on l'a mentionné souvent pendant la saison, une saison qui va passer à l'histoire, la saison 1998. Et pour bien résumer, on a quelques faits saillants en ordre chronologique de ce qui s'est passé au cours de cette dernière saison. Ça commence le 6 mai au Wrigley Field de Chicago. Une recrue de 20 ans, Kerry Wood, qui inscrit son nom dans le livre des records en retirant 20 frappeurs des Astros de Houston sur des prises.
Il égale donc le record établi par son idole d'enfance, Roger Clemens. 9 jours plus tard, les Dodgers de Los Angeles complètent l'une des plus importantes transactions de l'histoire en échangeant le receveur toute étoile Mike Piazza aux Marlins de la Floride, en retour de Gary Sheffield, Bobby Bonilla et Charles Johnson. Mais Piazza passe seulement une semaine en Floride avant de se retrouver avec les Mets de New York. Le 30 juin, le voltigeur des Cubs, Sammy Sosa, frappe son 20e circuit du mois, établissant une nouvelle marque des Ligues majeures pour le plus grand nombre de circuits en un mois. Et avec cette performance, Sosa entre donc lui aussi dans la course au record de Roger Maris. Un mois plus tard, le 31 juillet, Randy Johnson passe des Mariners de Seattle aux Astros de Houston. Johnson remporte 10 victoires en 11 départs et il permet aux Astros de remporter le championnat de leur division. Le 8 septembre, à Saint-Louis, le record le plus prestigieux du baseball est battu. Mark McGwire frappe son 62e circuit de la saison aux dépens de Steve Traxel des Cubs de Chicago. McGwire éclipse donc la marque de Roger Maris des Yankees qui avait frappé 61 circuits en 1961. Mais McGwire ne s'arrête pas là. Lors du dernier match de la saison contre les Expos, il frappe 2 autres circuits pour terminer la saison avec un incroyable total de 70, soit 4 de plus que Sammy Sosa, qui lui sera tout de même choisi le joueur par excellence dans la Ligue nationale. Et enfin, après avoir établi un record de l'américaine avec 114 victoires en saison régulière, les Yankees de New York remportent la Série mondiale en disposant facilement des Padres de San Diego en 4 matchs. Les Yankees auront joué 175 matchs en 98 et ils termineront avec une fiche de 125 victoires, 50 défaites seulement. Plusieurs disent la meilleure équipe de l'histoire. Tout ça, c'est très, très beau. Mais depuis la fin de la saison, là, on a donné, tu me disais, tu as calculé les chiffres, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Alors ça veut dire que les riches sont très, très riches, mais les pauvres sont de plus en plus pauvres. De plus en plus, l'écart grandit entre les gros marchés et les petits marchés. On peut déjà dire qu'il y a la moitié des équipes qui sont éliminées en vue de la prochaine saison. Ça a été couronné, cette folie des propriétaires, par les Dodgers qui ont accordé un contrat de 7 ans pour 105 millions au lanceur droitier Kevin Brown. Brown aura 34 ans la saison prochaine. Il devient le premier joueur à franchir le cap des 100 millions avec un salaire moyen de 15 millions par année, ce qui est 2 fois plus que la masse salariale des Expos en 1998. Il y a 5 équipes, Claude, qui ont dépensé plus de 100 millions sur le marché des joueurs autonomes depuis la fin de la saison. Les grands gagnants, les Mets de New York, 163,9 millions qu'ils ont dépensés en joueurs autonomes, dont 91 à un joueur, Mike Piazza. Je ne sais pas s'ils sont les grands gagnants, mais quand même. Ben, merci beaucoup, Denis. Je pense que les partisans sont les grands perdants, toutefois. D'accord, merci. Merci, Claude. La saison F1 se résume à 2 noms, Hakkinen et Schumacher. L'année 98 a permis à 2 Québécois de faire un pas de géant vers les plus hauts sommets du golf professionnel. D'une part, Stéphane Talbot s'est qualifié pour le circuit européen de la PGA. De son côté, Craig Matthews, champion canadien amateur, a raté de peu sa qualification sur le circuit américain. Son classement final lui permettra cependant de participer à temps plein au circuit Nike en 99. Sur le circuit de la PGA, Mark O'Meara a été proclamé joueur de l'année. Le golfeur de 41 ans a notamment enlevé 2 événements majeurs, le tournoi des maîtres et l'Omnium britannique. Il a terminé 7e chez les boursiers. Chez les seniors, pendant ce temps, Ayler Wynn a remporté 7 tournois pour devenir le meilleur boursier en une saison, tous circuits confondus, et ce avec des gains de plus de 2 800 000 $. Chez les dames, Annika Sorenstam a coiffé le premier rang des boursières de la LPGA, tout juste devant la recrue Sherry Pack. Et enfin, l'équipe internationale a causé une certaine surprise en écrasant les États-Unis lors de la 3e édition de la Coupe des présidents. Les gars, vous avez tellement bien joué que je vous ai amené mon grand ami Wayne Gretzky. Moi aussi, je le connais bien, Wayne. J'ai toujours sa carte. Les cartes Upper Deck sont de retour chez McDonald's avec de nouvelles cartes gravées au laser. Collectionnez les recrues, les gardiens de but et vos étoiles préférées. Il y a aussi des milliers de prix à gagner. Seulement 69 cents à l'achat de frites. Quand vous aurez fini de rire, là, j'ai quelqu'un pour vous autres. Wayne Gretzky? Combien de cartes t'as échangé pour l'avoir, lui? 15. Ils sont prêts et ils vous attendent. Dimanche, le football de la NFL est de retour. Avec des superstars et vos joueurs préférés toujours à la recherche de victoires. Cette semaine, Washington croise le fer avec Dallas. Soyez prêts. En direct dimanche 20h à RDS.
C'est l'événement joyeux tour des fêtes chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Pour un temps limité, profitez d'un taux de financement de 1,9 % à l'achat sur plusieurs modèles dont la Sunfire GTX, la Century et la Transport. Monsieur, rentrez donc. On jouera avec demain. Un cadeau de vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. On commence l'année du bon pied en janvier à RDS. Débutant avec une présentation exclusive du championnat du monde de hockey junior. Suivi par encore plus de matchs des Canadiens et des sénateurs d'Ottawa. La série 100% rebelle se poursuit avec une touche hivernale. Les gros canons de la PGA se font entendre sur les parcours de golf. Suivent les différents matchs des étoiles de la Ligue canadienne de hockey. Puis on vous entraîne dans les sports les plus cool de l'heure, avec la présentation des jeux extrêmes. Un peu de magie sur place. De l'intensité lors de l'Omnium d'Australie. Des nerfs d'acier lors des éliminatoires de la NFL, sans oublier le Super Bowl. On couronne le tout avec la remise des prix au Gala Sport Québec. On célèbre la nouvelle année en grand en janvier à RDS. Can not only get back, he got it! Room, and he goes in the seats. It's overturned Ward's head, and he makes a circus cat. It's 11-3 now for New York. Junior on his horse going away back over the shoulder, takes the catch. All the way down to second base. On va parler maintenant de course automobile. Si on est un fan de Jacques Villeneuve, c'est une saison décevante. Et si on est un fan de F1, avec la lutte entre Hakkinen et Schumacher, j'ai l'impression que c'était une très bonne saison, n'est-ce pas, Bertrand? Oui, mais Hakkinen a vraiment prouvé sa valeur, que c'était un champion. Justement, est-ce qu'on pense que là, les doutes sont... C'est réellement un champion méritant, on peut dire? On ne peut pas oublier, évidemment, que Hakkinen disposait de la meilleure voiture du plateau, la McLaren, mais ce fut aussi le cas pour des Senna, Prost, Mansell et Villeneuve avant lui. Il ne faut pas oublier non plus qu'il revient de loin, Hakkinen. Il a été couronné 1000 jours après être passé bien près de laisser sa vie dans une Formule 1. Rappelez-vous, c'était aux essais du Grand Prix d'Australie en 1995. Cette année, le Finlandais, il a compilé de belles statistiques. Regardez ça, 8 victoires, 9 pôles, 4 tours du chapeau. Les tours du chapeau, ça c'est pôle, tour le plus rapide en course et victoire. Alors, il a vraiment bien fait. Si Hakkinen n'a pas plus dominé la saison, c'est que McLaren a pêché sur le plan de fiabilité. Imaginez, après 6 courses, Hakkinen possédait une avance de 22 points sur Schumacher et on croyait que la course au championnat était déjà décidée. Mais il a presque perdu le titre en raison d'une série d'ennuis mécaniques. Alors, la fiabilité, regardez, il a eu 2 abandons. C'était des bris de boîte à Saint-Marin et au Canada, on se rappellera. Il y a aussi 2 ennuis, les freins en Italie, la suspension en Hongrie qui a fait perdre des places au classement en fin de course. Alors, c'est un total de 24 points, imaginez, qu'il a perdu en raison de ça. Alors donc, il aurait pu gagner par beaucoup plus que la petite avance qu'il a eue sur Schumacher. Alors cette année, il a aussi prouvé hors de tous deux qu'il était un pilote très rapide. Rappelez-vous le Grand Prix du Luxembourg, Schumacher mène la course jusqu'à son premier arrêt. Hakkinen, qui était deuxième, en profite alors pour hausser le rythme. Il colle des tours parfaits, signant le meilleur temps en course par plus d'une demi-seconde sur Schumacher. Résultat, il ressort en tête après son propre arrêt et s'envole vers la victoire devant un Schumacher estomaqué. Il était complètement défait sur le podium. Plusieurs aussi se demandaient avant le début de la saison si Hakkinen pouvait résister à la pression. Mais il en a fourni la preuve au Grand Prix d'Autriche dans le seul véritable affrontement direct entre les deux grands rivaux de 1998. Il a tenu tête à Schumacher de belle façon en début de course, poussant même son adversaire à commettre 2 erreurs. Haute qualité du Finlandais, c'est un bon metteur au point. Très rarement, on l'a vu se perdre dans ses réglages. Et c'est aussi un bon gars. On n'a jamais entendu dénigrer un adversaire. On n'avait pas connu ça avec Schumacher et c'est pas vrai ce que Léo Durocher a déjà dit, que les bons gars finissent toujours deuxième, lui a fini premier. Sauf que Schumacher demeure quand même la référence. Ouais, je pense que oui, il faut l'admettre. Mais plusieurs
aime le détester, le Schumacher. Il est toujours rapide, Schumacher, quelles que soient les conditions de piste au niveau de performance de sa monoplace. Sa plus belle prestation, c'est probablement le Grand Prix de Hongrie. En raison de la stratégie d'arrêt au puits établie par son écurie, on lui a demandé à la mi-course par communication radio de creuser en seulement 19 tours un écart de 25 secondes sur ses rivaux de l'écurie McLaren. Il s'est relevé les manches, Schumacher a aligné une série de tours incroyable, signant le meilleur chrono en course par plus de 8 dixièmes pour arracher une magnifique victoire. Et Schumacher, évidemment, parfois, il pousse le bouchon un peu loin. On se rappellera entre autres sa sortie de piste à Montréal lorsqu'il avait tassé Hans Radfenzel hors piste. Soulignant enfin le beau travail de son écurie, complètement largué par des McLaren en début de saison, la Ferrari s'était hissé au niveau des flèches d'argent en fin d'année. Alors bravo du gros travail. Par contre, chez Williams et pour Villeneuve, c'est une saison à oublier. De champion du monde, beaucoup de difficultés. Ceux qui ne connaissaient pas la F1 ont découvert cet aspect, l'importance de la voiture dans les résultats d'un pilote. C'est pas une coïncidence d'ailleurs si les deux écuries de pointe, McLaren et Ferrari, sont allés chercher leur ingénieur en chef actuel chez d'autres écuries. La Williams 98, c'était pas une bonne voiture et il est pratiquement impossible de gagner en Formule 1 sans disposer d'un moteur d'usine. C'était le cas chez Williams. Alors bravo à Villeneuve, il n'a jamais baissé les bras. Il a dû être patient devant attendre qu'on améliore sa victoire pour décrocher seulement la 11e course de la saison, le premier de ses 2 podiums. Mais il a tourné comme une horloge puisque c'est lui qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres de tous les pilotes de F1 cette saison. Il nous a aussi rappelé un petit peu son attitude de casse-cou. Rappelez-vous son accident aux essais du Grand Prix de Belgique. Il a dit que ça avait été son meilleur en carrière. Oui. Mais on a hâte déjà à la saison prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Bertrand. Au retour, on va parler de Mike Pringle. Quelle saison extraordinaire. Le Tour de France de 1998 aura été le théâtre d'un des plus gros scandales de dopage de l'histoire du sport. Le 17 juillet, les dirigeants du Tour annoncent l'exclusion de l'équipe Festina à la suite des révélations du soigneur de la formation qui déclare que le dopage est chose courante au sein de l'équipe. Le lendemain, c'est au tour de l'équipe TVM d'être inquiétée quand on apprend que 2 de ses membres ont été arrêtés aux douanes en possession de produits dopants. La justice se mêle du dossier et le 24 juillet, les cyclistes refusent de prendre le départ de la 12e étape, jugeant que l'affaire est poussée trop loin. 5 jours plus tard, après une autre opération policière dirigée contre l'équipe TVM, le peloton s'arrête au 32e kilomètre en guise de protestation. À l'arrivée, avec l'assentiment des autres équipes, les coureurs de TVM se présentent les premiers, main dans la main. L'étape est annulée. Toute cette histoire va reléguer dans l'ombre le magnifique effort de l'Italien Marco Pantani, qui va lâcher le champion en titre Jan Ullrich dans l'étape des 2 Alpes pour éventuellement arracher le titre 6 jours plus tard sur les Champs-Élysées. Over the net, and now the glass comes out as Ragnarsson went hard into the... Basketball Association had a game here last night. It's a very quick turnover, having to put the glass back up. They don't put the boards up for those basketballs. We're leaning over to talk to the cameras. And several young men... Right here, get a little hot dog going. And threw it too far and misses it, and he knows right away he's in trouble. Harbaugh on the fly, looking for Turner. Intercepted! Intercepted by the Oilers on the tip. He can give them a chance to make plays. You see, Roden, they all go up here, Turner. What great athletic ability, getting to the football, keeping it alive. Hey, Coach, you guys have drills like that. I've seen them happen since you were in junior high. This is for you. Les Jeux de la semaine, tous les mercredis à Sport 30 Mag. C'est l'événement joyeux tour des fêtes chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Pour un temps limité, profitez d'un taux de financement de 1,9% à l'achat sur plusieurs modèles dont la Sunfire Berline, la Grande Dame et le Jimmy Descente. Monsieur, rentrez donc. Moi, je jouerai avec demain. Un cadeau de vos concessionnaires Pontiac Buick GMC.
Vous savez, moi, je suis un exemple de sobriété. Des fois, il faut qu'une fille, elle se laisse aller. Puis quand j'ai un verre dans le nez ou que je suis un petit peu fatigué, tout ce que je veux, c'est surtout pas rentrer chez moi toute seule. Tu veux dire? La prochaine fois, choisissez une brillante façon de finir la soirée. Appelez un parent, un ami, un taxi ou encore l'opération Nez Rouge. Vous pourrez pas résister à un petit drink avant de partir? Après 3 essais infructueux, John Elway a finalement réussi à mettre la main sur le trophée Vince Lombardi. Elway et les Broncos de Denver ont surpris les experts en disposant des Packers de Green Bay 31-24 lors de la 32e présentation du Super Bowl. Terrell Davis a été le joueur du match avec 157 verges de gain et 3 touchés. Cette victoire des Broncos brisait la suprématie de l'Association nationale qui avait gagné les 13 éditions précédentes de la Classique. Petit clin d'œil à la NFL, ben maintenant on va parler de la Ligue canadienne de football et surtout les Alouettes. David est avec nous. Salut David, comment ça va? Bonsoir Claude, très bien. David, on peut dire que 98, c'est un franc succès sur presque toute la ligne, les Alouettes? Oh oui, tout à fait. La saison dernière, vous vous rappelez certainement que les Alouettes ont été forcés de jouer un match de demi-finale au stade Molson. Ils évoluaient en permanence au stade olympique, mais cette année, on a effectué le déménagement complet. Il y avait beaucoup de monde. En moyenne, ils étaient 16 147 par match en saison régulière. De bonnes nouvelles de ce côté. Et évidemment, la saison 1998 a été celle de Mike Pringle, premier joueur de l'histoire de la Ligue canadienne à récolter plus de 2000 verges, 14 matchs avec des gains d'au moins 100 verges au sol, dont 13 de suite. Il a évidemment mérité le titre de joueur par excellence du circuit en 1998. Le premier joueur des Alouettes a mérité pareil honneur depuis David Green en 1979. Puis dans les séries, ben, c'est sûr qu'on espérait. Ça a bien commencé, ça a mal fini. Ça a bien commencé avec une victoire contre les Argonauts de Toronto en demi-finale de section. Une semaine plus tard, on se retrouve du côté de Hamilton pour affronter les Tiger Cats en finale de section. À la toute fin du match, ils sont parvenus à revenir de l'arrière par un tout petit point, mais Paul Osbaldiston, sur le dernier jeu du match, a donné la victoire aux Tiger Cats avec un placement de 53 verges. Victoire donc des Tiger Cats qui ont accédé à la finale de la Coupe Grey. Une semaine plus tard, les voilà contre les Stampeders de Calgary. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se font jouer le même tour. Exactement. Mark McLaughlin, un placement gagnant sur le dernier jeu du match. La Coupe Grey donc aux Stampeders de Calgary. Tu nous en avais parlé durant presque toute l'année, mais surtout vers le mois d'octobre, novembre. Il y aurait des changements à la direction, puis c'est ce qui est arrivé. Il y en a eu. Dave Ritchie, notamment, a vu les Alouettes ne pas renouveler son entente pour les prochaines saisons. Il a donc du même coup accepté 2 emplois du côté des Blue Bombers de Winnipeg, entraîneur-chef et directeur des opérations football. Et les Alouettes ont regardé dans leur cours pour lui trouver un remplaçant. Il s'agit de Charlie Taft, qui a été le coordonnateur offensif de l'équipe au cours des 2 dernières saisons. 2 candidats étaient également en liste pour obtenir le poste, Rod Rust et Jacques Dussault. Rust s'est vu offrir le poste de coordonnateur défensif alors que Jacques Dussault a été nommé entraîneur-chef adjoint. Une belle nomination donc pour le coach. L'avenir des Alouettes, parce qu'il y a des points d'interrogation, il ne faut pas se le cacher. Il y a des joueurs qui vont prendre leur retraite. Il y a des joueurs qui sont autonomes et des joueurs clés également qui doivent rester à Montréal. Le joueur qui doit rester, selon moi, les Alouettes n'ont pas les moyens de perdre ce joueur. Il s'agit de Doug Peterson, qui a été probablement le meilleur joueur de ligne défensive canadien dans la Ligue canadienne. Donc, cette année, Peterson deviendra joueur autonome au mois de février. Mais il y a certains signes qui tentent de démontrer que Peterson est à Montréal pour y rester, puisqu'il s'est inscrit à l'Université McGill pour y suivre des cours. Et depuis, il se cherche un appartement à Montréal. Peut-être l'aider pour trouver un appartement. On ne sait jamais. Et du côté des joueurs qui, donc, prendront leur retraite, seul Douglas Kraft a pris une décision qui est définitive. Il ne reviendra pas l'an prochain. Ham veut revenir? Tracy Ham pourrait revenir. Il se sent d'attaque. Il a subi une opération à genoux il y a quelque temps. Jock Climie et Michael Sauls, les portes sont encore ouvertes, mais on ne sait jamais. Les joueurs pourraient peut-être revenir sur leur décision. Ça pourrait être intéressant parce que c'est 2 leaders. Tu as vu dans ta liste, il y a Pringle. Pringle, ça dépend toujours de la Ligue nationale de football. Selon moi, il va revenir. Puisqu'à 31 ans, c'est très difficile pour lui de faire concurrence avec des jeunes de 22, 23 ans qui veulent véritablement amorcer leur carrière dans la NFL. Pringle a déjà eu la chance d'obtenir un poste dans la NFL. Ça n'a jamais fonctionné. Bien sûr, il a connu une très bonne saison en 98, mais à 31 ans, je crois que sa place, c'est dans la Ligue canadienne. Il terminera sa carrière avec les Alouettes, selon moi. Ça, c'est l'histoire d'amour cette année. L'an prochain,
on va peut-être être exigeant également. Parce que là, il y a du monde, plus de 16 000 personnes au stade McGill. Si, disons, il y en a 17 000, 18 000, mais là, les gens vont vouloir avoir des bonnes performances, peut-être à tous les matchs. Si les vétérans, la plupart, reviennent, les partisans auront le droit de se montrer exigeants. Cependant, si on perd Tracy Ham comme quart arrière, si Doug Peterson ne revient pas, si Mike Pringle, par exemple, n'est pas de retour, il faudrait quand même être un peu patient avec les jeunes. Mais David Arsenault va être de retour. Alors. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Claude. Commençons ce résumé en soulignant l'exploit de Pete Sampras. Pour une 6e année de suite, Pistol Pete termine au sommet du classement en devançant ainsi Jimmy Connors. Pourtant, Sampras n'a pas connu une année extraordinaire, bien qu'il se soit imposé à Wimbledon pour une 5e fois en carrière, pour porter son total à 4 titres en 98. Et il s'est cependant présenté au championnat de fin de saison à Hanovre avec le feu dans les yeux. Dommage que Marcelo Rios, son plus sérieux poursuivant avec ses 6 titres, se soit blessé en début de tournoi. Patrick Rafter également aurait pu déloger Sampras, mais une blessure au genou l'a aussi contraint à l'abandon en fin d'année. Rafter a cependant brillé de tous ses feux au mois d'août en allant chercher 4 titres, dont un 2e US Open de suite. Les Espagnols Carlos Moya, champion de Roland-Garros, et le finaliste Alex Corretja sont les leaders de l'armada espagnole. Corretja termine en force au 3e rang avec 5 titres, dont le championnat de fin d'année à Hanovre. Sébastien Larreau peut être fier de sa saison. Non seulement il a battu Corretja à Moscou, il s'est aussi rendu 2 fois jusqu'en demi-finale et 3 fois en quart en simple, sans oublier ses 2 titres en double, à Tokyo avec Daniel Nestor et à Stuttgart avec Alex O'Brien. Une année record de 444 000 $ américains en bourse, la 79e place en simple et la 17e en double. Chez les dames, 1998 fut l'année de Lindsay Davenport qui a connu un été de rêve. 4 triomphes de suite dans le US Open pour un total de 6 titres, sans oublier qu'elle a ravi la première place mondiale à Martina Hingis. La Miss Suisse a commencé et a terminé l'année en force. Elle a gagné le premier Grand Chelem à Melbourne, mais règle générale, il lui manquait presque toujours l'inspiration nécessaire pour aller jusqu'au bout. En remportant le dernier tournoi de l'année au Madison Square Garden, voulait-elle passer un message à Lindsay? Jana Novotná aussi a brillé sur le gazon anglais. 3 titres de suite avec finalement l'opportunité de porter à bout de bras l'assiette d'or et d'argent du All England Club. Bref, même si le tennis est dorénavant l'affaire des Européens, les 2 meilleurs de la profession sont tout de même du pays de l'oncle Sam. Hélène Pelletier, à Montréal. Déception à Nagano, les Américaines enlèvent la médaille d'or aux Canadiens. La dernière Coupe du monde de soccer du 20e siècle aura été mémorable. Plus cosmopolite que jamais, l'événement a attiré en France un nombre record de 32 équipes, dont 4, la Jamaïque, l'Afrique du Sud, le Japon et la Croatie, en étaient à une première présence. Un mondial serré qui a vu 22 joueurs être expulsés par des arbitres plus sévères que jamais. Un mondial surprenant, avec cette élimination renversante de l'Espagne dès la première ronde et la défaite cuisante des Allemands aux mains des incroyables Croates qui marquaient la fin du parcours pour 2 grands joueurs, Jürgen Klinsmann et Lothar Matthaus. Un mondial marqué de moments magiques comme cette victoire argentine enlevée en fusillade aux dépens de l'Angleterre et ce quart de finale Brésil-Danemark enlevé à l'arraché 3-2 par les Sud-Américains. Un mondial enfin glorieux pour un public français qui n'y croyait plus. Dans un stade de France délirant, Zinedine Zidane devient le héros tant attendu en enfilant 2 buts face à la redoutable formation brésilienne. Les Français célèbrent un premier titre mondial à 2 jours de leur fête nationale. Critiqué sévèrement par la presse avant le tournoi, le sélectionneur Aimé Jacquet triomphe avant de remettre sa démission quelques jours plus tard. C'est l'événement joyeux autour des fêtes chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC.
Pour un temps limité, profitez d'un taux de financement de 1,9% à l'achat sur plusieurs modèles dont la Sunfire GTX, la Century et la Transport. Monsieur, rentrez donc. On jouera avec la main. Un cadeau de vos concessionnaires Pontiac, Buick, GMC. Si on vous disait qu'il existe un réseau d'hôpitaux pour enfants qui compte 22 établissements en Amérique du Nord et qui est à l'origine de progrès majeurs en orthopédie. Un réseau où ont été formés presque le quart de tous les chirurgiens spécialisés en orthopédie pédiatrique. Un réseau qui a fondé les premiers hôpitaux pour grands brûlés et les premiers centres spécialisés en traumatisme de la moelle épinière uniquement pour enfants. Si on vous disait que les soins et les services médicaux de ce réseau d'hôpitaux jouissent d'une renommée internationale, n'aimeriez-vous pas en savoir le nom? Depuis plus de 75 ans, les hôpitaux Shriners pour enfants offrent des soins d'une qualité exceptionnelle aux enfants atteints de problèmes orthopédiques ou de brûlures graves. Et on trouve un hôpital Shriners à Montréal. Pour confier un enfant à nos soins ou pour en savoir plus, composez sans frais le 1-800-361-7256. Les Shriners aident les enfants. La tradition se poursuit. Et voilà le premier accident. Voiture qui dérape, un tonneau. Well, obviously, Steve Lau. You could tell he was in trouble. Oh, look at this. Who was that? Coulthard in the wall. Maybe Coulthard in the wall or something right now. They'll have to red flag this. Terrible. Oh, this is kind of horrible. Yep, we got it. We have liftoff. Oh, no! Ben non, il n'y a pas eu simplement des accidents. La preuve, c'est 98, c'était année olympique, Nagano. Et qui était là? Daniel Aucoin. Je sais pas si tu as vu les jeux, mais je sais que tu t'es amusé avec Paul. On s'est amusé, on s'est promené en autobus, on a vu un peu les jeux. Vous avez chanté, vous avez mangé, vous avez près tout fait. Ouais. Mais vous avez eu le temps d'aller voir un petit peu du hockey parce qu'il y avait les joueurs de la Ligue nationale cette année. Oui. Il y a quelques épreuves qu'on a pu aller voir, ça a été agréable. Et là, hockey, tu sais, Claude, le hockey de la Ligue nationale, j'en suis un peu tanné, mais quel beau tournoi olympique, pas de chamaillage, on jouait au hockey, au coup de sifflet, on changeait de ligne pour jouer au hockey. Ça, c'est le match demi-finale Canada-République tchèque. Vous allez voir ça. Trevor Linden qui avait fait 1-1 avec 63 secondes à faire dans le match. Les Tchèques qui se sont tenus par la main dans les deux sens du mot. Ça, c'est le but de Robert Eichel. C'est le seul but qui avait été marqué en fusillade. Dominique Hachek. Eh oui, Dominique Hachek, des arrêts. Il a été, fantastique, époustouflant. Dites le mot que vous voulez. Les Tchèques ont continué, ils ont gagné la finale. Le Canada qui a perdu le match médaille de bronze. Et les Tchèques, la grosse fête à Prague. Bravo pour les Tchèques et bravo aussi pour le sport du hockey. On a eu un très beau tournoi olympique. Il y a eu le pendant féminin aussi. Pendant féminin. Là aussi, féminin, on a eu du beau hockey. Malheureusement, un manque de bonnes équipes. Contrairement aux hommes, on a eu des surprises. Chez les femmes, c'était écrit dans le ciel, une finale États-Unis-Canada. Les Américaines ont gagné ce match. Les Canadiennes, qui étaient championnes du monde en titre, ont perdu 3-1 en finale. Pour les Canadiennes, ça a été une médaille d'argent qui représentait une déception. Ça a été très dur à avaler pour nos Canadiennes, même si c'était une médaille d'argent olympique. Oui. Parce que dans le fond, on savait que ce serait l'or ou l'argent pour le Canada ou les États-Unis. En parlant de déception, peut-être au début des Jeux, le côté québécois, on avait quand même quelques failles. C'est parce qu'au début des Jeux, la première semaine, c'était le ski acrobatique. Et en ski acrobatique, n'importe quelle Coupe du monde, championnat du monde, Jeux olympiques, le Canada a toujours des médailles en ski acrobatique. Le Canada blanchit à Nagano, 0. Jean-Luc Brassard, une bonne performance. Il termine 4e, mais rate le podium. En patinage de vitesse sur courte piste, là, ça a mieux été. Annie Perrault, médaillée d'or aux 500 mètres. Et au relais avec Annie Perrault, Isabelle Charret et Tania Vissan. Chez les hommes, Éric Bédard gagne les médailles de bronze aux 1000 mètres. Et oui, au relais, on vient de voir Marc Gagnon avec Derek Campbell, François Drolet et Éric Bédard. Médaille d'or au relais, les gars, champion olympique. En longue piste, le Canada gagne plusieurs médailles et les Bouchards de Québec qui ont très bien fait. Sylvain Bouchard, 4e aux 500 mètres et Patrick Bouchard, 5e à la même distance. Et il faut noter aussi nos autres Québécois qui n'ont pas gagné de médaille. Sympathique Guido Visser, qui nous représente très bien. Il finit dernier.
Les skieurs de fond, il y a Yves Bilodeau, le farteur de l'équipe qui a participé au jeu. Alors, on a de bonnes performances, des 4e, 5e positions. Bon, c'est pas des médailles, mais c'est excellent. Et on a tous ces athlètes-là qui nous ont bien représentés. Oublions un petit peu les Québécois, parce qu'il y a eu des hauts faits d'armes durant ces Jeux-là. Il y a toujours des beaux moments aux Jeux olympiques. Bon, il y a la température qui nous dit, bah, c'était pas des vrais Jeux d'hiver au ski alpin. On a eu de la difficulté, mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur. Bjorn Dæhlie, il a maintenant 12 médailles olympiques, dont 8 d'or. Il en a gagné 3 médailles d'or à Nagano et 1 d'argent. Bjorn Dæhlie, le Norvégien, le maître du ski de fond. Ça, c'est un des beaux moments parce qu'il y en a eu plusieurs. On avait des frissons d'ailleurs quand il était en piste parce qu'on savait qu'on vivait peut-être l'histoire. C'est ça. Il n'y a pas eu les Jeux olympiques aussi. Il y a eu quand même d'autres beaux moments en sport amateur. On va faire le tour un petit peu, là. Bon, bien sûr, on parle de sport d'hiver au départ parce que, en masse, Sylvain Bouchard qui a mis un terme à sa carrière avec un record du monde aux 1000 mètres. Ça se passait à Calgary, 9 secondes, 60 centièmes. C'était fantastique pour terminer sa carrière. Sylvain Bouchard, un nom à retenir. Le 1er août, à Montréal, Bruni Surin qui réussit la course de sa vie, qui remporte le 100 mètres du championnat canadien en 9,89, temps officiel, 9,89. Le 8e temps de l'histoire de l'athlétisme mondial. 9,93 de Neven Bailey termine au 2e rang derrière Bruni. Le 6 septembre, à Szeged, en Hongrie, Caroline Brunet remporte 2 médailles d'or en K1 aux 200 et 500 mètres. La veille, elle avait mérité la médaille d'argent sur 1000 mètres. Et dans son ombre, il y a Marie-Josée Gibault qui a aussi remporté l'or. C'est en K2 sur 500, aux 200 mètres. Et, vous l'avez reconnu, Alexandre Despetit, 13 ans, qui a gagné la médaille d'or à la Tour de 10 mètres à Kuala Lumpur, au Jeux du Commonwealth. Alexandre Despetit, qui est rafraîchissant, qui dernièrement au Camo Invitation à Montréal nous a encore impressionnés. C'est fantastique d'avoir un beau jeune homme comme ça qui excelle. On savait que c'était pas un coup de chance. Non, c'est pas de la chance. C'est un homme qu'on va voir longtemps. Bien, merci, puis pratiquez votre carioca. Merci, Claude. De retour, on parlait de boxe. Oh, le combat Hilton-Ouellet. Malgré le succès retentissant de la Coupe du monde de soccer, l'Impact n'a que très peu profité de l'engouement du plus prestigieux événement de la planète pour s'implanter définitivement sur la scène sportive montréalaise. Sur le terrain, la troupe de Paul Kitson a connu une saison en dents de scie, terminant sa 6e campagne dans la A-League avec un dossier de 21 victoires, dont 8 arrachés en fusillade et 7 défaites. Deuxième dans la section nord-est, Montréal subit l'élimination en demi-finale d'Association Est contre les Raging Rhinos de Rochester. Durant la saison morte, il a été beaucoup question de l'avenir de la concession. Après quelques semaines d'incertitude, le groupe Saputo trouve finalement des appuis financiers pour renouer avec le soccer intérieur. Toutefois, malgré un excellent spectacle sur le terrain, l'Impact n'arrive toujours pas à remplir les gradins du centre Molson. Une situation inquiétante puisque le président de l'Impact, Joey Saputo, a clairement indiqué que l'avenir de la concession passait par le soccer en salle. Les partisans ne se possèdent plus. L'intensité est tellement forte que les joueurs feraient n'importe quoi pour vous impressionner. Alors soyez des nôtres pour une fin de saison des plus dramatiques dans la Ligue nationale de football. Suivez les éliminatoires de la NFL à RDS. Pierre Houde, Yvon Pedneau et les Canadiens de Montréal se donnent rendez-vous à RDS 26 fois. Avec nos experts, suivez vos glorieux tout au long de la saison et laissez-vous entraîner dans le feu de l'action. Quand l'intensité est palpable derrière le banc ou sur la patinoire, Pierre et Yvon savent vous la transmettre sur le champ. Pour du hockey plus animé, retrouvez Pierre et Yvon à RDS. C'est l'événement joyeux tour des fêtes chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Pour un temps limité, profitez d'un taux de financement de 1,9% à l'achat sur plusieurs modèles dont la Sunfire Berline, la Grande Dame et le Jimmy Descente. Monsieur, rentrez donc. On jouera avec la main. Un cadeau de vos concessionnaires Pontiac Buick GMC.
Nos choix d'adultes face à l'alcool et la drogue influencent ceux des jeunes. Prenons le temps d'y penser, parce que la consommation abusive peut détruire toute une vie. Un comportement responsable s'apprend par l'exemple. Les formidables Bulls de Chicago ont frappé encore une fois au printemps de 98. Menés comme toujours par Michael Jordan, les Bulls disposaient du Jazz de Utah 87-86 dans le 6e match de la finale pour mettre la main sur un 6e titre de la NBA en 8 ans. Auteur de 45 points, dont le panier de la victoire, Jordan recevait le titre de joueur par excellence des séries pour la 6e fois de sa carrière. On va parler boxe maintenant. Par les années passées, quand on parlait boxe, c'était toujours au niveau international, parce que sur le plan local, il n'y en avait pas beaucoup. C'est pas du tout le cas cette année. Daniel Melançon est avec nous. Salut Daniel, ça va bien? Ça va très bien, Claude. Je pense que cette année, on doit en parler, parce qu'il y a eu comme un renouveau dans la boxe. Absolument. Dès le mois de mars, le groupe Contact disparu de la map. On a vu apparaître le groupe Interbox. Ça a été un lancement tout à fait grandiose au Ritz-Carlton avec son grand bailleur de fonds, Hans Karl de Muleg. On a fait une grande conférence de presse afin de bien préciser qu'on encadrait dorénavant les boxeurs, on les développerait. On a des points un peu partout aux États-Unis, en Europe, ici même au Canada. Et le coup d'envoi, si vous voulez, d'Interbox, ça s'est fait voir avec le combat revanche entre Alex Hilton et Stéphane Ouellet. Ça a eu lieu au mois d'avril au Centre Molson. Il y avait du monde. Il y avait du monde au-dessus de 10 000 spectateurs, beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur. Et ça s'est soldé, cette victoire, par une victoire de Stéphane Ouellet, victoire technique au 3e round, a complètement malmené Alex Hilton. Et par la suite, ça a été un lancement, si vous voulez, pour Stéphane. C'est vrai que c'est un bon combat, mais le gros combat de l'année, c'est sûr que c'est le frère. C'est Dave contre Stéphane, et absolument. Ça a surpris beaucoup de monde. Pas juste le résultat, mais c'était un des meilleurs combats de l'année au niveau international. Absolument. Je dois même préciser que j'avais favorisé largement Stéphane. J'avais dit... C'était un des seuls, hein? Non. J'avais précisé Stéphane au 6e engagement. Et c'était le face-à-face du meilleur boxeur des années 80 au meilleur des années 90, Hilton Ouellet. Et il faut dire que j'ai sorti une séquence assez spéciale. Ouellet a carrément été surpris par le jab de Hilton. On connaissait le crochet de gauche de Hilton, mais son jab aussi rapide, aussi efficace. Et la forme physique de Hilton. Absolument. Aussi. Stéphane a eu le nez cassé dès le 3e engagement, s'est repris, a gagné les rondes 4 à 9 inclusivement, a partagé le 10 et 11e round. Par contre, au 2e engagement, on se souvient de la controverse un petit peu, Stéphane était mal en point et l'arbitre a tout simplement mis son combat alors que Stéphane était dans les câbles. Victoire de Dave Hilton, nouveau champion canadien. Y aura-t-il combat revanche? On le souhaite. Ben, du moins, on le souhaite. Sauf qu'il y a eu les grandes cartes, mais il y a eu également des mini-cartes. Oui. Les mini-cartes, ça nous a fait découvrir d'autres boxeurs. Je ne parle pas de Lucas parce qu'on le connaissait très bien, mais il y en a eu d'autres également. 4 combats, 3 victoires par KO, mais on parle aussi du centre Pierre Charbonneau, un endroit tout à fait parfait pour des mini-cartes. Peut comprendre à peu près 5000 spectateurs. Et on a pu découvrir Dale Brown, Léonard Dorin, Fatih Missaoui, Shane Sutcliffe, pour ne nommer que ceux-là. Otis Grant, Roy Jones, là aussi, il faut en parler parce qu'on espérait un petit peu pour Otis Grant, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ça a été très difficile pour Otis Grant. Il a été champion de la WBO. Par contre, a laissé tomber ce titre pour affronter nul autre que Roy Jones. Grant était le 2e Québécois, après Eric Lucas, à tenter de réaliser le miracle, c'est-à-dire de vaincre Roy Jones. Sauf qu'on connaît les résultats, 2 fois au tapis pour Otis Grant. Ça a été très difficile pour lui. On parle maintenant en 99 de combat possible contre Eric Lucas. Ouais. Arturo Gatti, ça n'a pas été une très, très bonne année, par contre. Ça a été très difficile. 3 combats, 3 défaites, 3 guerres. J'ai sorti quelques extraits d'Arturo Gatti. D'abord, une défaite contre Angel Manfredi. A été coupé très sérieusement au-dessus de l'œil gauche. Cette blessure, il l'a traînée tout au long de l'année. Et ensuite de ça a été 2 combats contre Ivan Robinson, son grand copain. Ça a été excessivement difficile pour Arturo Gatti. Qu'est-ce qui va arriver avec? On parle maintenant de le voir au mois de mars à Montréal contre Chavez. C'est possible. Billy the Kid Irwin. Il y a des pourparlers à ce niveau-là. Le retour de Mike Tyson? Bien, Mike Tyson a livré son combat cette année en dehors de l'arène. On lui a donné à nouveau son permis de boxer avec la commission du Nevada. Son prochain combat, c'est prévu pour le mois de janvier contre François Botta. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'était un survol assez rapide, mais il y a de l'espoir pour la boxe en 99. Absolument, absolument. Merci, Claude. C'est déjà terminé. Est-ce que le Canadien va se réveiller? Est-ce que les Expos vont être sauvés? Est-ce que les Alouettes vont continuer à progresser? Est-ce que l'Impact va continuer à jouer? Bien, on le souhaite. Et au nom du Réseau des sports, je vous souhaite une très belle période des fêtes. En 99,
On espère que vous allez pouvoir pratiquer votre sport favori. Quant à nous...